Avance d'un mois de salaire aux AME, les aspirants au métier d'enseignant pour leur faciliter la reprise des cours. C'est l'un des fruits de la rencontre gouvernement-syndicat tenue aujourd'hui à Cotonou pour préparer la rentrée. Plus de 6 millions d'électeurs potentiels inscrits sur la liste électorale informatisée, une LEI provisoire publiée dans les délais légaux à 120 jours de l'élection législative. Les inscrits ont 15 jours pour d'éventuelles corrections. Le ministre congolais de la coopération internationale au cabinet de la vice-présidente de la République. Au menu des échanges, le renforcement de la coopération bénino-congolaise. La troisième grande session mixte s'est ouverte à Cotonou. Bonsoir et bienvenue dans ce 20h. La reine est morte, vive Charles III. Démarrons ce journal par un événement à retentissement mondial. Le Royaume-Uni est en deuil. La reine Elisabeth II, 96 ans, est décédée il y a environ 2 heures dans son château de Balmoral en Écosse. La monarque affiche une longévité record et a tiré sa révérence après 110 ans de règne. Elle avait accédé au trône en 1926 à 26 ans. Sa santé s'était fragilisée depuis un an. Elle sera remplacée par son fils Charles comme nouveau roi d'Angleterre. Son nom de trône, Charles III. Une page de l'histoire du pays se tourne. Je l'annonçais en titre, plus de 6 700 000 potentiels électeurs sont retenus sur la liste électorale informatisée. Une LEI provisoire publiée à 120 jours du scrutin dans les délais légaux avant la prochaine élection législative. Les potentiels électeurs inscrits ont 15 jours de consultation de la liste pour d'éventuelles corrections de leurs identités ou pour des dénonciations. La liste définitive sera transmise à la Sénat en novembre prochain. Suivons ici Cyril Goubedji, gestionnaire mandataire de l'ANIP, l'organe chargé de la confection de la LEI. Il est également revenu au micro de William Aguiar sur les récentes critiques portées contre l'ANIP. On l'écoute. En termes de chiffres, je peux vous dire que la population électorale potentielle affiche 6 709 888 comme population électorale potentielle. Je voudrais dire, pour en figurer sur la liste électorale informatisée définitive, si des dénonciations ne sont pas portées à l'encontre de certaines personnes, de même, ceux qui, en consultant leur adresse électorale, voient que, oui, ils avaient coutume de voter à tel endroit, mais que cette fois-ci, les données ont changé. Ils ne sont plus dans ces localités-là. Ils sont ailleurs, ils ont la possibilité de demander un transfert. Pour faciliter la tâche à nos compatriotes, l'Agence nationale d'identification des personnes a développé et mis en œuvre des applications de consultation du registre national des personnes physiques pour pouvoir s'assurer de sa présence ou pour pouvoir demander de transfert. Il s'agit pour ceux qui ont un terminal Android de taper sur Internet lei.anip.bj. Pour ceux qui n'ont pas un terminal Android, donc qui ont un téléphone ordinaire, il s'agit pour eux de taper le code court étoile 139 étoile 7 étoile leur numéro personnel d'identification dièse et ils lancent. Nous sommes au service du pays. L'état civil, c'est une matière délicate. Nous regardons ceux qui nous félicitent et ceux qui, au lieu de venir dans une démarche citoyenne, croient qu'on peut rester hors du territoire national, menacés au téléphone, parce que peut-être on veut justifier des fonds qu'on a obtenus auprès d'un partenaire, nous ne serons pas la cobaye. Ce n'est pas la veille de la publication de la liste électorale informatisée provisoire qu'il faut commencer par nous dire cette jeune fille à tel âge, cette vieille dame à tel autre. C'est certainement dans le dessein de perturber la publication de la liste électorale permanente informatisée. Mais nous l'avons fait aujourd'hui, nous l'avons publié. Le reste, nous sommes prêts pour faire le débat. Et pendant que les institutions impliquées dans le processus électoral se préparent, les compétiteurs politiques s'activent aussi. Dans cette veine, une plateforme d'artistes déclare
son soutien au parti politique Bloc républicain. Plusieurs centaines à vouloir pousser le Bloc républicain le plus loin possible aux législatives. Leur profession de foi sous les yeux de Ghislain Poguet et Patrice Imavo. Une attente en musique. En guise de tam-tam, ces artistes frappent la poitrine pour accueillir le secrétaire exécutif national du Bloc républicain. Ils apportent leur soutien au parti politique Bloc républicain pour les prochains rendez-vous électoraux. Nous, acteurs du secteur de la culture, avons porté notre choix sur le Bloc républicain et avons pris l'engagement de manière déterminée, libre et consciencieuse de travailler inlassablement à son ancrage et de participer à faire du Bloc républicain le plus grand parti de notre pays, le Bénin. Nous voulons aussi qu'on positionne 1, 2, 3, pourquoi pas 10 acteurs culturels. Des artistes qui trouvent un défenseur au sein même du Bloc républicain. Si on ne fait pas leur promotion, ils n'iront pas loin et on va toujours dire que les autres chantent mieux qu'eux, ce qui n'est pas vrai. Si vous nous permettez d'avoir les 2 tiers des députés, ceci est possible, que nous exigions de l'État que par une loi, il soit dit qu'on ne fera rien. On invite un artiste, en tout cas si c'est l'argent public, que ce soit un artiste étranger. Ça n'a pas de sens. C'est un acte de soutien à la réforme du système partisan. Et je vous en sais gré. Mais c'est au-delà un acte aussi de soutien à la réforme de notre monde culturel. Il faut que, en particulier, votre secteur soit si fort dans le Bénin et si fort en Afrique que vous puissiez en vivre. Au prochain rendez-vous électoral, les urnes diront le poids de ce soutien de façon concrète. Autre fait de l'actualité, la fusion décidée hier en Conseil des ministres du Centre national hospitalier universitaire HKM et l'hôpital d'instruction des armées. Quel accueil à cette décision? Nous avons tendu le micro à quelques usagers des 2 centres hospitaliers. Voici la moisson de Christelle Tongodo et de Françoise Issou. Nous pensons que c'est une bonne initiative dans la mesure où parfois il y a des spécialistes qui sont dans l'hôpital d'instruction des armées qui n'ont pas l'équipement qu'il faut. Et donc avec cette fusion, facilement, ils pourront également être sollicités au centre hospitalier national universitaire. Également pour les patients, surtout ceux qui ont des prises en charge, parfois ils sont limités parce que la HIA ne prend pas certaines prises en charge. Et donc là maintenant, je pense qu'ils pourront utiliser leur prise en charge à l'HIA comme au CNHU parce que ça sera la même chose. Il faut reconnaître que l'hôpital des armées, au niveau de l'hôpital des armées, il y a des médecins, il y a des professeurs agrégés qui ont des compétences, qui ont des spécialités que peut-être certains au CNHU n'auraient pas. Et il y a aussi des spécialités que certains professeurs et agrégés au niveau du CHU ont, qu'au niveau de l'hôpital des armées, ils n'ont pas. Donc ça fera une complémentarité des compétences, selon moi. Donc moi je trouve que c'est une très bonne initiative et ça rassurera d'abord les populations par rapport à la qualité du service. C'est une très bonne chose parce qu'effectivement le CNHU était déjà à l'étroit et les espaces verts qu'il y avait ont été progressivement occupés par d'autres bâtiments parce que nous avons des spécialités qui manquaient et dont nous avons maintenant des spécialistes. Il fallait bien qu'ils apportent leur contribution à la santé de nos compatriotes. S'il y a la rigueur au niveau du centre du camp militaire, si cette rigueur peut être appliquée ici, et que cela peut aider vraiment à donner une bonne prestation, un bon service pour le peuple, je pense que ce serait bien. De ma part, c'est bon, puisque ça épanouit l'hôpital, ça donne l'espace et ça nous permettra aussi d'échanger peut-être des connaissances, d'attitudes et d'expériences avec nos confrères qui sont de l'autre côté. Lorsqu'on parle de l'hôpital des armées, les gens pensaient que ce n'est réservé qu'aux militaires. Bon, avec la fusion, maintenant, il y aura plus de différence entre civils et militaires. Donc, en fait, cette fusion ne fait qu'augmenter le plateau et technique sanitaire du pays. Bon, je trouve que c'est une bonne chose.
Denis Christelle Sassou Nguesso au cabinet de la vice-présidente de la République. Le ministre congolais en charge de la coopération internationale et de la promotion du partenariat public-privé est allé échanger avec Mariam Tchabi Talatazime. Au menu de leurs échanges, les chantiers de coopération au cœur de la 3e session de la commission mixte bénino-congolaise. Denis Christelle Sassou Nguesso était pour la circonstance accompagné du ministre béninois des Affaires étrangères de la coopération, Aurélien Agbenonsi. Je vous propose d'écouter ici les deux ministres au micro de Ariane Da Silva et de Jean Lambima. Ces travaux ont porté sur des sujets d'intérêt commun qui préoccupent les populations qui sont installées à Brazzaville et à Pointe-Noire. Des sujets sur le numérique, la coopération en matière culturelle et en matière d'art, toutes les questions concernant le secteur maritime, les problèmes également qui sont rencontrés par nos frères du Bénin qui sont installés à Pointe-Noire, qui exercent dans le secteur du transport donc, de personnes, notamment les chauffeurs de taxi. Et nous avons également la question sur les durées de séjour et la circulation donc, des personnes et des biens. Et nos experts ont travaillé pendant 2 jours et ils nous ont présenté des conclusions satisfaisantes. Et il est important que désormais, il y ait des comités de suivi et d'évaluation qui puissent suivre pour que lors des prochaines sessions de commission mixte, nous puissions faire le point. C'est la concrétisation de la volonté politique de nos deux présidents, le président Denis Sassou Nguesso et le président Patrice Talon, de renforcer la coopération sud-sud entre nos pays, le Congo et le Bénin, qui sont des pays non seulement amis, mais des pays frères. C'est la volonté aussi des équipes dirigeantes de ces 2 pays de trouver des solutions à des préoccupations communes. Nous allons nous mettre au travail très très rapidement pour que les commissions mixtes d'abord se tiennent plus régulièrement, pour que des solutions appropriées soient trouvées, parce qu'il y a tellement de choses à faire dans le cadre de la coopération sud-sud. Il y a tellement d'énergie à fédérer. Et le ministre s'est rendu hier à la zone de Glodjibé. Il a vu comment est-ce que cette zone économique spéciale connaît un essor. Le Congo est dans la même dynamique. Donc nous avons là des échanges de savoir-faire. Nous allons faire converger nos intelligences pour que nos populations soient satisfaites. Un peu plus tôt, avant cette rencontre avec la vice-présidente de la République, les 2 ministres présidaient les travaux de la session mixte de coopération bénino-congolaise. Il est question de consolider les relations entre les 2 pays. On fait le point avec Iliad Bokovo-Bénédicte Possou. Après 15 années d'un long silence, la coopération bénino-congolaise renaît. Denis Christelle Sassou Nguesso est en visite au Bénin pour la 3e session de la grande commission mixte de coopération bénino-congolaise. Cette session de travail permettra entre autres aux 2 pays frères liés par l'histoire et la culture de relancer la coopération bilatérale. Pour ce faire, il serait opportun que les 2 parties puissent s'employer à évaluer tant les conclusions issues de la session précédente que le cadre juridique qui régit notre coopération. Diversifier les secteurs d'intervention et renforcer le cadre juridique. Mettre en place un nouveau plan d'action. Le Bénin n'est pas resté insensible aux préoccupations du Congo-Brazzaville. Selon le ministre des Affaires étrangères et de la coopération, les résultats des travaux de cette session ministérielle traduisent de façon éloquente les nouvelles dispositions de cette coopération. Il s'agit de la revue du cadre juridique institutionnel de la coopération qui s'est enrichi de nouveaux accords. Les questions sociales et consulaires qui revêtent un enjeu particulier au sein du partenariat entre nos 2 pays et la coopération technique. Cette rencontre entre les 2 délégations est marquée par la signature d'un communiqué conjoint en signe d'un acte solennel d'homologation des grandes conclusions de cette assise. Le président de la République avait annoncé en décembre dernier une revalorisation des salaires en 2022. Et selon le porte-parole du gouvernement, Wilfried Léandre Ngbeji,
Patrice Talon tiendra sa promesse en novembre 2022. Il tiendra ses engagements vis-à-vis des travailleurs. Les attentes, on les connaît, augmentation des salaires, du SMIC et une amélioration de la situation des AME. L'information réjouit les populations. Blaise Adampo et Octave Dagan ont recueilli des réactions de citoyens que voici. Qu'au plus tard, à fin novembre 2022, en ce qui concerne la revalorisation des salaires, mais aussi du SMIC, les préoccupations sur le cas des AME, que les grandes annonces qui doivent intervenir se feront. Pour le président de la République, une promesse, c'est un engagement. Et dès lors qu'il l'a faite, il s'emploie avec son équipe à l'honorer. Ne soyons pas pressés. Fin novembre, c'est dans quelques semaines. Nous verrons bien les annonces qui interviendront et je peux prendre le pari avec vous qu'elles seront de nature à satisfaire l'ensemble de nos concitoyens et particulièrement des travailleurs. On est très content. Content parce que Patrice Talon, c'est quelqu'un, il tient promesse. Moi, je trouve cela comme une bonne nouvelle et je demande à tout un chacun de nous de prendre patience. Je parle aux syndicalistes parce que le président Talon a l'habitude de faire de bonnes surprises. Il y aura de bonnes surprises. La phrase choc que j'ai, moi en tant que citoyen lambda, j'ai capté du compte-rendu du porte-parole du gouvernement. Il est allé jusqu'à dire, le chef de l'État a dit que les promesses sont comme des engagements. Et vous savez, dans notre culture à nous, le chef, quand il dit, il le fait. Je voudrais par cette occasion apprécier le président de la République dans sa stratégie. C'est pas pour rien, il a pris le mois de novembre. C'est pour être quand même rassuré que le budget exercice 2023 prendra déjà en compte cette revalorisation salariale. On n'a pas à avoir peur. Moi, je crois fermement qu'en novembre, effectivement, comme il a dit, et comme il le fait toujours, quelque chose va se faire pour le bonheur de nous tous. Si on arrive à accepter d'augmenter le SMIC et revaloriser les salaires, je crois que personne ne peut plus parler du social. Le président Talon ne fait pas du social. Personne ne peut dire cela. Aujourd'hui, il faut remercier le chef de l'État pour cette décision. Cette manière de communiquer rassure le peuple de ce qui se fait. Et c'est ce que toujours le peuple veut du gouvernement. Nous invitons donc les travailleurs béninois, tant du secteur public que du privé, à prendre vraiment patience et attendre la très bonne nouvelle. Et puis en attendant des poches souriantes plus lourdes en novembre prochain, une avance d'1 mois de salaire est accordée aux AME, les aspirants au métier d'enseignant, afin de leur faciliter la reprise des cours. C'est l'un des fruits de la rencontre gouvernement-syndicat tenue ce jeudi à l'Infosec de Cotonou. Au cœur des échanges, les préoccupations relatives à la réussite de la rentrée scolaire prochaine. Lénaïk Agbazaou, Patrick Imavor. C'est une session extraordinaire de la Commission nationale de concertation, de consultation et de négociation collective. Ils sont présents des membres du gouvernement, les responsables des confédérations syndicales et des représentants du patronat. Les échanges portent ici sur les diligences accomplies par l'exécutif dans le cadre de la rentrée scolaire et universitaire qui s'annonce. À l'entame de la session, les partenaires sociaux font part de leurs doléances. Nous avons une grande responsabilité, c'est que le dialogue soit sincère et fructueux. Nous souhaitons que les dispositions soient prises pour que les différentes catégories d'enseignants, du primaire, de la maternelle, du secondaire, du supérieur, qui ont des différentes revendications, que des dispositions soient prises. Je réaffirme l'engagement du gouvernement à privilégier le dialogue social et à mettre en œuvre toutes les mesures et actions requises pour garantir d'une part une année scolaire paisible et d'autre part un enseignement de qualité aux apprenants à tous les niveaux. Est-ce qu'il y a... Et au bout de 4 heures de vives discussions, le point de la rencontre est fait à la presse. La rentrée scolaire prochaine, de ce mois de septembre, va se passer dans des conditions normales. Le principal sujet de préoccupation et du gouvernement et des partenaires sociaux, vous le savez, a été
la situation des AME, des aspirants au métier d'enseignant, où le gouvernement continue de travailler sur leurs conditions de travail. En attendant que des décisions soient prises d'ici quelques semaines, pour faciliter la reprise des classes par les AME, une avance de salaire d'1 mois de salaire leur sera accordée dès ce mois de septembre. Je crois que ça a été bien accepté et bien perçu par les centrales syndicales qui étaient à la réunion. Le gouvernement a saisi l'occasion pour réaffirmer son engagement à apporter une réponse aux doléances relatives au salaire. À la fin du mois de novembre prochain au plus tard, des mesures fortes seront annoncées. Parlant de préparatifs de la rentrée et des conditions d'enseignement, l'alcoolisme et l'enseignement ne font pas bon ménage. Plusieurs enseignants alcooliques ont été épinglés par les autorités en charge des enseignements maternels et primaires à Kandy et ils planent sur leur tête la radiation. Cependant, certains acteurs rencontrés dans cette ville plaident pour un moratoire. C'est un magazine que nous propose Évariste Zomaou et Enoch Mpatine. Dans le système éducatif, l'enseignant est un modèle. Il crée un climat d'apprentissage dans lequel chacun se sent en sécurité. Lorsqu'il devient alcoolodépendant, il enfreint à la déontologie et l'éthique de sa profession. Étant donné qu'il est censé être un modèle à suivre, dans son état éthylique, il ne pourra rien faire de bon. Dans nos leçons de morale que nous enseignons aux enfants, il est bien d'indiquer que l'alcoolisme, le tabagisme, la toxicomanie, ce sont des fléaux qu'il faut éviter. La mauvaise haleine qui sort de leur bouche va d'abord indisposer beaucoup d'apprenants qui sont venus pour acquérir les savoirs qu'ils ont en eux. Un professeur, tu dois le différencier par rapport à l'élève, ce qui n'est pas le cas ici. Tu peux voir un professeur en pensant que c'est un apprenant. Selon l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, l'alcool serait responsable de 3 millions de décès par an, soit un mort sur 20. Certains, quand ils commencent par boire et virer dans l'alcoolisme, ils ne s'alimentent plus comme cela se doit. Il peut y avoir des états de malnutrition. Dès lors qu'une consommation excessive d'alcool peut le faire trembloter, il devient un objet de raillerie et de méfiance dans son entourage. Il faudrait quand même les mettre à l'examen. Une fois de plus, les avertir pour dire, bon, quand on va vous prendre une deuxième fois en état d'ébriété, en situation de classe, et voilà la sanction qui vous attend. Si l'enseignant, premièrement, se reconnaît alcoolique, c'est déjà vraiment un grand pas vers sa guérison. En dehors du fait que le recours à l'alcool peut être héréditaire, bien d'autres situations sont à prendre en compte. Il y a le désertisme familial, peut-être la dislocation des familles. S'il n'y a pas assez de vocation et de volonté, ça peut également constituer une cause de l'alcoolisme. Dans certaines communautés, si on t'observe et on voit que ton étoile peut briller dans l'avenir, on peut faire de toi un dépendant de l'alcool. Être enseignant offre la possibilité de se renouveler chaque jour et d'être acteur d'un système éducatif en évolution. Il est donc bienséant que chaque enseignant tienne compte de sa responsabilité, toute chose qui lui permet de transmettre à l'apprenant des valeurs de citoyenneté. Autre univers du savoir, la Bibliothèque nationale. Eh bien, ses usagers se sont un peu plus acclimatés à la dématérialisation des services. Les acteurs impliqués dans ce processus sont penchés au ministère de la Culture. Jean-Claude James, Patrick Mervo pour les détails. Entre la Bibliothèque nationale du Bénin et les acteurs de la chaîne du livre, le langage sera de plus en plus numérique. Un vaste chantier en cours avec quelques avancées, objet de la présente séance d'échange. Le volet numérique qui concerne aussi bien la question de la conservation, la question de l'accès à nos collections, donc au titre de la lecture publique, et la question de la gestion numérique, de l'attribution des numéros ISBN, ISSN et de dépôt légal, la question de la gestion du dépôt légal. Donc c'est l'ensemble de ces projets que nous avons présentés ce matin. L'autre objectif essentiel, c'est de dire aux lecteurs que nous sommes désormais un peu plus à l'écoute
que nous mettons en place des solutions qui leur permettent d'être plus proches des livres, d'être plus proches des contenus éditoriaux, d'être plus proches de nos lieux de lecture, d'être plus proches des services éditoriaux. En un clic, tout usager de la BNB peut déjà s'offrir un certain nombre de services avec moins de tracasseries. La nouvelle réjouit. Je pense que c'est un travail très formidable et remarquable que fait la Bibliothèque nationale parce que parfois on a besoin de numéros ISBN, on a besoin de déposer des livres et il faut forcément se déplacer d'abord. Mais c'est des dépenses et c'est des temps qu'on perd en fait. Maintenant c'est en ligne, c'est rapide et aussitôt en quelques secondes vous l'avez. Ce sont des efforts très louables. J'ai déjà fait l'expérience une fois. J'ai été très content parce que je dois quitter le bureau à Toribo sitôt, me rendre à Porto Novo. Revenir pour d'autres travaux, c'est un peu harassant. C'est un très grand pas qui soulage l'éditeur. Cette rencontre vise également à recueillir les éventuelles difficultés liées à cette dématérialisation pour l'amélioration des services. Ils sont aussi désormais mieux aguerris pour l'archivage des documents physiques et électroniques de l'Assemblée nationale. Eux, ce sont les fonctionnaires de l'administration parlementaire. Une formation les y a préparés. Firmin Bassao nous explique tout ceci. En réalité, lorsqu'on dit document, il faut avoir à l'esprit deux mots essentiels. Depuis son installation en 1991, l'Assemblée nationale du Bénin, de par ses missions de vote des lois, de contrôle de l'action gouvernementale et de représentation, produit et reçoit une masse importante de documents. Ces documents qui méritent d'être traités en vue de leur utilisation ultérieure. La gestion transparente de l'institution parlementaire portée par le président Louis Vlavonou dépend donc de l'importance accordée à ces documents. La sensibilisation-formation du personnel de l'administration parlementaire sur l'importance et les bonnes pratiques en matière d'archivage physique et électronique des documents reste un véritable tremplin. D'autres ateliers sont prévus dans le domaine de l'archivage en lien avec l'évolution des technologies de l'information et de la communication. Comment avoir des données fiables dans tous les secteurs? Le gouvernement se préoccupe de la question et oblige chaque ministère à se doter d'un système d'information. Pour sa part, le ministère de l'Agriculture, de l'Élevage et de la Pêche vient de procéder à la validation de son document de politique en la matière. Les détails avec William Aguiar, Blaise Adampo ou Wenceslas Savoyman. Un système d'information, en fait, c'est l'ensemble des éléments matériels, logiciels, organisationnels et humains qu'on met en place donc, pour pouvoir assurer une bonne gestion de l'information. Et c'est le sujet au cœur de cet atelier. Autour d'une même table, les cadres et acteurs du ministère de l'Agriculture, de l'Élevage et de la Pêche. Objectif, valider le document de politique de sécurité des systèmes d'information de leur secteur. Ce document de politique de sécurité des systèmes d'information, ça rime bien au document de stratégie nationale de sécurité du numérique et à la politique de sécurité des systèmes d'information de l'État. Il est attendu de vous de donner votre appréciation sur son contenu, d'analyser les stratégies proposées et d'apporter vos précieuses contributions à son amélioration en vue donc de sa validation. C'est le ministère du Numérique et de la Digitalisation, à travers la Direction des systèmes d'information, qui accompagne le ministère de l'Agriculture dans l'atteinte de son but. Il ne suffit pas de mettre en place les systèmes d'information. Apporter une touche de sécurité sur la chaîne donc, des systèmes d'information est très capital pour nous parce que nous voulons avoir des données de qualité. Ensemble, avec les autres participants, vous serez appelés à valider la cartographie des risques des systèmes d'information du MAEP, la politique globale de sécurité des systèmes d'information du MAEP. Au terme de l'atelier, le ministère de l'Agriculture sera doté d'une boussole en matière de sécurité des systèmes d'information. C'est la fin de ce rendez-vous d'information. Merci pour votre fidélité. Merci à toutes les équipes. Bonsoir chez vous.
Enfants de détenus des prisons et maisons d'arrêt qu'ils sont, leur situation était presque inespérée quant à leur scolarisation. Mais grâce à l'ONG Fraternité Internationale des Prisons, section Bénin, ils peuvent désormais effectuer la rentrée des classes prochaines en toute quiétude. Venus des départements de l'Ouémé et du Plateau, chacun d'eux repart avec un kit scolaire. Pendant cette longue période de collaboration avec les détenus et leurs familles, il nous a malheureusement été permis de constater que la détention d'un membre de nos familles, qu'il soit homme ou femme, constitue dans la plupart des cas une source d'insécurité sociale pour les enfants qui sont parfois livrés à eux-mêmes. C'est donc pour soulager ces âmes innocentes que l'ONG Fraternité Internationale des Prisons, section Bénin, a décidé d'apporter sa contribution aux nombreux efforts que fait déjà le gouvernement. Chers bénéficiaires, c'est le moment pour moi de vous exhorter beaucoup plus à la sagesse et à la conscience. Donnez le meilleur de vous-même et sachez que l'ONG FIP Bénin est là pour vous accompagner et ce n'est qu'à travers vos résultats de chaque fin d'année que nous pouvons vous renouveler notre soutien. C'est avec une joie au cœur que je prends la parole au nom de mes frères et sœurs bénéficiaires de cet important accompagnement scolaire pour remercier sincèrement les responsables de l'ONG FIP Bénin pour cette attention particulière portée à notre égard en cette période de la rentrée scolaire où nos parents se demandaient pour la plupart comment faire face aux multiples charges familiales et scolaires qui s'imposent à eux en cette période de la rentrée scolaire. Votre présence démontre de l'importance que vous accordez à l'éducation de nos enfants ainsi qu'aux actions portées par l'ONG FIP Bénin. Quand j'étais en prison, est-ce que vous vous êtes occupé de moi? A dit Jésus. Ce passage de la Bible doit faire réfléchir tout un chacun de nous afin que nous puissions surtout nous occuper des enfants en situation difficile et surtout de ceux qui sont en détention. L'ONG Fraternité Internationale des Prisons est une organisation humanitaire internationale de courant chrétien évangélique dont le siège se trouve à Washington aux États-Unis.